alors racontez-nous, parce que moi je ne sais pas très bien en fait comment vous avez atterri au Vietnam la première fois, quoi. Ah, bah, oui, c'est très simple. Enfin, c'est très simple, il faudrait remonter loin. C'est une histoire de famille, si vous voulez. Ouais. J'étais d'une famille bourgeoise, très dure, mère calviniste genevoise, père magistrat athée, d'une sévérité épouvantable. C'était dans les années 1920. Hein. Oui, oui, oui. Si jamais je remontais un petit peu ma manche, sous ma veste, parce qu'il fallait même pas enlever la veste, on voyait que je vais remonter ma manche sous ma veste. Scandale! Bon, c'est une jeunesse très dure. Bon, heureusement, j'ai fait des études très sympas, d'abord au collège de Béthune, ensuite au lycée de Versailles, des meilleurs lycées de France. Et il paraît qu'il a encore la cote maintenant. Les professeurs tous agrégés, et pédagogues par-dessus le marché. Vraiment, c'est un lycée génial. Bon, voilà, pour moi, la vie, c'était le lycée, pas la maison. C'était pas drôle. Parce que votre enfance, vous l'avez passé à Béthune. J'ai commencé à Béthune et puis ensuite à Versailles. Quand mon père a été nommé à la cour d'appel de Paris. Il n'a pas voulu habiter Paris, on s'est installé à Versailles. Alors, j'aimais beaucoup le lycée, j'aimais beaucoup mes camarades. Moins j'étais chez moi, mieux ça m'allait. Ça empirait, ça empirait. Je dis, bon, si je ne veux pas devenir fou, il faut sortir. Alors, j'ai commencé par préparer l'école navale, partir. Bon, c'était trop militaire pour moi, c'était en 39 par-dessus le marché. Ouais, c'était en 39. Septembre 39, hein. Donc la guerre commençait, on a raconté des bobards à la radio en disant on tient, ouais, ouais. Bon, mais c'est très militaire, c'est nos couleurs, etc. Tous des fils de la haute bourgeoisie et de la noblesse de Versailles là-dedans. Oh là là, oh là là. Bon, alors j'ai abandonné. Bon, alors j'ai fait le séminaire et comme je pensais aux missions, je voulais l'Asie. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? Parce que c'est plus loin. C'est le plus loin possible. Parce que c'est plus difficile. Ah oui, il y a beaucoup de langues et beaucoup de cultures. Ce sont des pays tous de vieilles cultures. C'est pas comme l'Afrique. L'Afrique, on a vite fait le tour pour un ethnologue. Mais vous saviez donc déjà à ce moment-là quand même que vous vouliez... l'Asie. Oui, et étudier, enfin pour découvrir d'autres peuples, quoi. Il y avait quand même déjà cet intérêt. Un petit peu. Bon, alors je suis comme la seule boutique en France qui envoie tous ses missionnaires uniquement en Asie du Sud-Est, ce sont les missionnaires étrangers de Paris. Ouais. Alors ça m'arrangeait parce qu'ils ne sont pas des religieux. C'est pas un ordre religieux. Les religieux, ben, sont les dominicains, les jésuites, les capucins, les franciscains. Bon, ce sont des ordres religieux, on fait des vœux. Les missionnaires étrangers de Paris sont des prêtres séculiers, des prêtres diocésains comme les prêtres de France. Ils ne font pas de vœux, ils exercent un ministère. Au lieu d'exercer en France, ils exercent dans ce qu'on appelle un pays de mission. Mais ce sont des prêtres séculiers. Alors je suis entré en mission étrangère et bon, alors là ça m'était parfaitement égal. Mais de préférence, j'aurais pas voulu un pays de colonie française. Donc j'excluais l'Indochine. Clac, j'étais nommé à Saigon. Bon, tant pis. Et en fin 46, je débarque à Saigon, par le bateau. 3 semaines de bateau, c'était génial. Génial ce bateau. On avait le pont des messageries maritimes. C'est le grand hôtel 4 étoiles aujourd'hui avec des repas, ces bons promenades, une liberté. C'était immense. Immense ce bateau. J'en ai des photos, heureusement. Bon, je débarque à Saigon. Je reste quelques semaines à l'évêché de Saigon pour que l'évêque sache où il allait m'envoyer. Alors, à Noël 46, il me dit qu'est-ce que vous voulez comme cadeau de Noël? Un petit Français, un petit Vietnamien ou un petit Moy? On parlait que des Moy, on parlait des autochtones des hauts plateaux. Hein. Alors, je dis un petit Français, sûrement pas. Hein, j'ai pas fait 12 000 km pour retomber sur des petits Français. Alors les Vietnamiens et les Moy, bon, je savais pas que c'était péjoratif. Ouais. J'en parlais comme tout le monde. Moi, c'est parfaitement égal. Il dit bon, ben, alors, je vous réserve un poste. Vous serez tout seul. Il n'y a pas de chrétien. La vie. Oh, génial. Et ça a commencé comme ça. Je laisserai, ça a duré 8 ans. Et là, à ce moment-là, vous ne parliez ni vietnamien, ni
Bon, j'avais fait un petit peu de vietnamien. C'est quand on est obligé, tout le monde Oui. en fait un petit peu, mais enfin bon, j'ai jamais étudié sérieusement. Alors le SRE, j'ai jamais étudié sérieusement. J'étais en plein village avec des gens qui ne savaient pas un mot de français, je n'avais qu'à parler SRE toute la journée. Ben, je vous assure qu'au bout de quelques temps, vous parlez couramment. Il n'y avait pas de chrétiens quand Non. vous êtes- Non. Ça doit être commode. Il y en avait à Diring, mais il n'y en avait pas dans le poste plus avant. On m'avait installé. Ça ne me gênait pas du tout. Bon, mais c'est là que je me suis aperçu que j'avais beaucoup de choses à apprendre. J'ai appris. Et j'ai commencé à jardiner aussi, Là, chez les Srey. en 47. Ça fait donc un bout de temps que je fais du jardin. Et vous êtes resté 8 ans dans le même village Oui. alors, là. Oui. Ah ouais. Ah oui. Et vous avez converti des... Non. Mais non, je n'étais pas là pour ça, pour moi. Ouais. J'étais là pour vivre, hein, apprendre, comprendre, Mhm. savoir ce qui se passe, et au cas où il y aura une évangélisation, savoir d'abord leur langue, ce à quoi ils croient, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont envie de faire, bon, on verra après. Mais c'était des populations qui n'avaient jamais eu de contact avec... déjà. Si, chez les Sré, oui, parce que c'est bourré de plantations. Plantations Ah ouais. françaises, plantations de thé, café et verre. Oui, il y avait des services obligatoires sur les plantations. Alors l'impôt, c'était de la corvée. 20 jours par mois toute l'année. Ou sur les plantations, ou pour les travaux publics, pour les routes. Mais c'était de la corvée. Ces peuples étaient complètement en esclavage. Alors j'ai fait des plaintes jusqu'au BIT à Genève, Bureau international du travail. Bon, j'ai tout un dossier là-bas. Ça a été très loin, mes plaintes. Alors, évidemment, j'avais pas mal de monde. J'avais tous les planteurs contre moi. L'empereur Baotai, qui m'appelait le curé rouge, qui me détestait et qui a exigé mon rapatriement. Les administrateurs, il y en a un seul qui était complètement d'accord avec moi. Il était vidé. Par hasard. Et j'ai été vidé un an après. Alors là, j'ai compris. Bon, ben, l'émission, c'était une bonne porte d'entrée, mais j'ai tâché de rester. Je savais que je serais foutu la porte. Mais ça ne prend pas de tenir. Ça ne prend pas de tenir avec un esprit pareil. C'est pas possible. Moi, j'ai tenu 8 ans. Et au bout de 8 ans, on m'a foutu à la porte. Ah oui. Ah, carrément, les missions étrangères. Oui, c'est l'évêque. L'évêque de Saigon, un français. Oui, mais qui vous a renvoyé à Paris ou Oui. bien... oui, et Paris vous a rayé de ses... Paris m'a dit, ben, vous êtes tout à fait indésirable. Parce que Paris, c'est simplement un bureau de logement. C'est pas un ordre Oui, mais- religieux, on n'est pas logé, on n'a pas... Oui, mais il y a une hiérarchie quand même, je suis... Ah non. Ah bon? Non, il y a un supérieur général et puis c'est tout. Supérieur général qui est un des pères, qui a été élu par les autres, c'est tout. Non, c'est... Et alors après, quand vous êtes allé chez les Oreilles, c'était une nouvelle mission ou... Oui, alors, comme j'avais rencontré l'évêque de Kontum, beaucoup plus au nord, sur le plateau, quand j'étais dans le sud, et l'évêque de Kontum, voyant que j'avais des problèmes déjà, m'a dit, écoute, si, tu peux toujours venir chez moi si tu as des problèmes. Lui, il ramassait tout le monde, il voulait du personnel. Alors en 55, eh bien, je dis au missionnaire étranger, je pars pour Kontum. Je n'avais même pas l'accord de l'évêque. Et hop, en bateau. Et en avant, c'était encore le bateau. Ça a dû être un déchirement de quitter les Srey quand même, hein, après 8 ans. Oui, c'était dur, mais enfin, comme je savais que je voulais retomber sur des populations semblables, ça se détériorait tellement, je ne pouvais plus tenir. Les bonnes sœurs étaient contre moi, les autres missionnaires étaient contre moi, les Vietnamiens étaient contre moi, les Français étaient contre moi, les planteurs étaient contre moi, les militaires étaient contre moi, c'était intenable. Puis les pauvres Srey là-dedans, ben, ils n'allaient pas se battre pour moi. Hein. C'est ce que c'est les populations minoritaires écrabouillées, elles rampent. Ils sont complètement... Elles rampent. Oui. Bon, ben. Ils sont éteints, quoi. Oui. Ah oui. Alors, bon, oui, évidemment, c'était dur, mais enfin, comme je savais que je suis têtu, je savais que je recommençais dans les populations semblables. Alors, bon, en 50-55, j'arrive à Kontum, et l'évêque de Kontum, qui était le dernier français évêque de Kontum à l'époque, en 55, me dit, ah ben, je t'attendais pas. Oh ben, je sais où je vais te mettre. J'ai Dirail. À 2 jours de voiture du missionnaire le plus proche, il n'y a jamais eu aucun missionnaire qui ait pu tenir là-dedans. Ils veulent absolument pas entendre parler de la religion, ni des étrangers. Tu ne tiendras pas. Si tu tiens 15 jours, alors chapeau. J'ai tenu 15 ans. Ben oui, parce que
Lady Ray en tant que caractère de cochon et moi de double cochon. Tu fais de très beau mélange. Non, c'est mes meilleurs amis. Oh là là, c'était vraiment merveilleux. Alors là, j'ai pleuré en partant. Ouais. J'avais déjà un premier terrain qui m'avait bien habitué au travail ethnographique, recueillir déjà de la littérature orale, discuter, on commence avec les enfants, puis après avec les anciens. Bon, j'étais déjà bien préparé, alors là, chez Etirai, ça démarrait très très vite. Mais c'est le terrain vraiment qui vous a... Les meilleurs maîtres en ethnographie, ce sont les populations. D'ailleurs, je l'ai dit bien des fois, même à la radio, l'ethnographie ne s'enseigne pas en faculté. À la rigueur, dans le secondaire, donner quelques notions pour éviter le racisme chez les gosses. Hein? Et ensuite, l'ethnographie ne s'enseigne pas, on va sur le terrain, c'est là qu'on l'apprend. J'ai eu même le culot au moment de la soutenance de thèse d'État de dire aux jurés, vous savez, bon, je tiens ma thèse d'État, et lettre, bon, j'aurais presque dit ça, ça m'est égal ce que vous allez me dire. Mais les Sré et les Dirai m'ont déjà accordé ma thèse. C'est chez eux que j'ai tout appris et ils ont reconnu ce que j'avais fait. Oui, ils en parlent encore maintenant, j'en ai des nouvelles. Oui, il y a l'évêque de Kontum, alors un Vietnamien, qui est venu ici l'année dernière. Ah bon? Oui. Oui. Monseigneur Locke, Alexis Locke, évêque de Kontum, qui a eu une permission spéciale pour venir à Rome puis en France. Et à Paris, il a dit, je vais voir le Père Dourne et mourir. Je veux absolument le voir. Il avait gardé le contact avec vous ou non spécialement? Pas spécialement, non, il me connaissait parce que bon, dans le pays d'Iran, on me connaît. Hein. Oh là là. Et il est venu il y a 2-3 mois. Ah bon? Oui, il a passé une journée ici, c'était très sympathique. Il m'a dit, vous savez, les Tirailles ne parlent que de vous. Donc, 20 ans après mon départ, j'ai quitté les Tirailles en 70. Il est venu en 90. 20 ans après mon départ, mes amis de Tirailles continuaient à parler de moi. Il n'y a pas beaucoup d'ethnologues. Ouais. Peut-être Lénard. Chez les Canadiens. Je suis sûr qu'on... Après sa mort, on parle encore de lui. Mais 20 ans après mon départ, parce que j'ai quitté définitivement le pays israélien et l'Indochine en 70, il est à la porte de nouveau. Et comment ça s'est passé là? Je sais pas ce que j'ai fait. Quand j'étais au lycée, j'ai jamais eu une seule heure de retenue. Jamais. J'étais à peu près premier état partout, j'avais des piles de prix comme ça, bon, épatant. Au séminaire, j'étais premier de la classe, partout, au moins. Au Vietnam, je suis foutu à la porte deux fois. Mais par des colonialistes, par des militaristes, par des guerriers. Voilà. Évidemment, il y a un moment, ils n'ont pas pu me supporter. Et donc, c'est en 70 que vous avez quitté définitivement voilà. Et voilà. Oh, c'était effroyable. En fait, vous n'aviez pas vécu en France, enfin moins vécu en France. Pas de famille, pas de métier, pas de maison, j'avais rien, pas d'argent. Vous avez rompu avec vos parents complètement? Puis c'était mort. Ah, ils étaient morts. Ils étaient morts en 70. Oh, mais mon père avait près de 50 ans quand je suis né. Et quand vous étiez au Vietnam, vous êtes revenu de temps en temps Je suis revenu la première fois quand j'étais mis à la porte de chez les Sré, en 54. Je suis revenu après en 62 pour le concile, je vais en parler. Et j'ai fait 4 ans de concile à Rome, 2 mois par an à Rome. Et le reste du temps au Vietnam. Je suis revenu définitivement en 70. Puis alors, j'ai fait une demande d'entrée au CNRS et je suis passé. Mais moi, il y a une chose que je trouve très étonnante dans votre parcours, c'est que, et j'aimerais bien que vous disiez pour vous ce que c'est que l'ethnologie, parce que vous êtes par excellence un ethnologue qui n'a pas eu de formation d'ethnologue, donc une vision de l'ethnologie très... Je vous le disais, il n'y a pas de formation d'ethnologue autre que le terrain. Oui.
Oui. Bon, vous pouvez lire des bouquins. Alors, tout ce que j'ai lu sur le terrain. Lévi-Strauss, je l'ai lu de A à Z au Vietnam. Je commandais des bouquins, ça m'arrivait. Ah oui, quand même. Alors, je lisais énormément. Mais Mais en même temps, oui, mais je le rencontrais. En même temps que j'analysais des mythes, je lisais Lévi-Strauss, je disais, tiens, il dit la même chose que moi. Ça m'a apporté, si vous voulez, de la méthodologie, de certains trucs, pour les techniques aussi, il y a un peu de technologie, savoir comment classer les instruments, des trucs comme ça. Bon, il y a un minimum qu'il faut, mais bon, non, mais ça ne s'apprend pas autrement que sur place, sur la passion des populations, si on y s'attend. Ici, c'est le cinéma. La cuisine, la salle de bain et les WC, c'est le cinéma. Parce que je reste très cinéphile. Maintenant, je le regrette plus, mais la première année ici, ce qui me manquait le plus de Paris, c'était le cinéma. J'y allais 2 ou 3 fois par semaine, dans les salles, sur le grand écran. J'adorais. Surtout que je choisissais mes films. Hein. Il y avait le choix à Paris. Alors maintenant, à la télévision, bon, c'est pas brillant. Mais je m'en passe. Je fais autre chose. Lee Ullmann, là, voilà. Ouais. C'est Persona. Un des plus beaux, bouleversants. En noir et blanc, bien sûr. Hein. Quand on fait du beau cinéma, on fait du noir et blanc. Tout ça, c'est Bergman. C'est le saut, les fraises sauvages, la flûte enchantée, derrière le miroir. Et vous avez vu la chorale là derrière vous? C'est ce que j'ai fait peut-être de mieux. Ce que j'appelle mon Chagall. Il y a des gens qui ont cru que c'était un Chagall. Je l'ai fait le jour de la mort de Chagall, à Paris. J'aime beaucoup Chagall, j'étais ému le soir de sa mort. Et j'ai fait ça en 1 heure. Quand je suis parti pour l'Indochine, j'ignorais totalement l'existence des populations chez lesquelles j'avais passé 25 ans, d'abord. Et puis alors, le simple terme de littérature orale, rien. Je n'avais jamais entendu parler, même la littérature, je lisais pas. Je me suis mis à lire après, mais copieusement. Bon, je commence par faire une petite école, chez les
enregistrer. Et je donne des rédactions à faire aux gosses. Comme je m'apercevais qu'ils connaissaient les petites histoires traditionnelles, je leur donne comme sujet de rédaction raconter des histoires que vous tenez de vos parents. J'ai eu déjà des textes remarquables. Alors à partir de là, je me dis, bon, ben, j'aimerais bien savoir qui vous a appris ça. Je suis remonté, je suis allé aux anciens qui comptaient, j'ai fait des enregistrements de plusieurs heures de mythes. Alors, tout mon bouquin, les mythes seraient là-dessus. Avec ce bagage, je me suis aperçu donc que c'est une population, un ensemble de populations plus exactement, qui est très riche en littérature orale. Et alors quand je suis arrivé chez Littérail, j'ai commencé tout de suite là-dessus. Des jeunes qui racontent des bribes et des résumés. Comme, si vous demandez à un enfant en France de vous raconter Cendrillon ou le petit chaperon rouge, ça dure 2 minutes. Mais si vous tombez sur une vieille conteuse, ça dure 1 heure. Bon. Alors très rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait une littérature orale d'une richesse et d'une délicatesse et d'une finesse de sentiments, quelque chose d'extraordinaire. Conte d'amour, épopée guerrière, chante fable, c'est fou. Alors j'en ramassais, mais là, justement, je ne voulais pas tricher, je ne voulais pas faire sur commande, inviter quelqu'un chez moi pour l'enregistrer, puis non. J'attendais que le compteur veuille bien compter. Alors vous pouvez attendre 1 mois, 2 mois. Alors le compteur se met à compter spontanément. Bon, je me mets dans un coin, j'enregistre. Je lui fais entendre immédiatement, il est bien content. Alors j'ai enregistré énormément de textes. Il s'est trouvé que mes amis d'Irail, des jeunes, enfin qui sont passés par l'école, sont très intéressés à ce qui m'intéressait. Ils se sont procurés des magnétophones, on trouvait des magnétophones japonais pour pas cher. Ils se sont procurés des magnétophones et voilà qu'eux se mettent aussi à ramasser des textes. À tel point que quand je suis rentré en France, entre 70 et 75, la fermeture du Vietnam, j'ai reçu des textes dactylographiés faits sur des enregistrements qu'eux avaient pris. Ils ont continué à travailler. Ils se sont passionnés sur leur culture. Et pour moi, c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire. C'est au-delà du travail de l'ethnologue. Faire que des peuples s'intéressent à leur propre culture. Ils sont passionnés pour ça. Et bon, alors, moi-même, j'avais mon magnétophone. Pour la transcription, c'est très difficile à transcrire un texte qu'on a enregistré. J'avais formé des jeunes, garçons et filles, à taper la machine. Je mettais les magnétophones à côté, ils tapaient la machine, ils mettaient le stop, et ils me tapaient les textes impeccables, parce qu'eux comprenaient tout. Alors quand j'avais le texte dactylographié, je vérifiais avec l'enregistrement, et quand il y avait des points qui n'étaient pas clairs, j'allais voir le compteur et je lui demandais des explications. Et c'est comme ça que j'ai rassemblé une collection Kiné. Oh, j'en ai publié à peine le tiers de ce que je possède. Bon, plus, les 3/4 de mes textes ne sont pas traduits. Bon, parce que je ne suis pas ethnologue de métier. Un ethnologue, bon, il serait mis à étudier les Cévenols, par exemple. Bon, moi, je suis dans le milieu Cévenol, je vais étudier, je vais aller chez les paysans, je vais recueillir la littérature orale, parce qu'il y en a encore, voir les objets, tout ça. Mais non, non, c'est pas mon métier. Ouais. J'ai vécu avec des populations, je reconnais un rayon sur ces populations, je parle d'eux. Bon, on appelle ça de l'ethnologie, je veux bien. Ouais. Mais c'est pas un métier. Ouais. C'est un amour. Et puis, bon, le plaisir d'écrire, de dessiner, de photographier. En Asie du Sud-Est, en général, les gens vivent en très grande proximité. C'est une vie communautaire très forte, mais jamais seule. Jamais. Jamais, j'ai jamais été aussi seul qu'ici. C'est ça. Oui. Or, et vous dites la vie d'ermite. Bon, ben, alors j'aimerais. J'étais seul en sens que j'étais seul français. Oui. Personne ne parlait français à des kilomètres, des dizaines de kilomètres à la ronde. Très vite, ça ne m'a pas manqué.
puisque très vite j'ai appris la langue, on pouvait la parler comme les gens du pays. Mais j'étais jamais seul. C'est ça. Vous aviez toujours plein de monde chez vous. Chez les Srés, j'avais une école Ouais. et une troupe de scouts. Ouais. Les gosses habitaient chez moi. J'avais une centaine de gosses toute la journée autour de moi. J'en ai appris. Et alors après, j'étais en plein village. Moi, j'avais une case comme eux. J'avais pas de porte. Ce que vous vivez ici, c'est pas de la solitude. Si. Il faut distinguer solitude et isolement. C'est la solitude. Choisie, voulue. C'est ça. Ah oui. Je me sens très bien comme ça parce que j'ai tellement à faire. Puis comme ma vie, c'est derrière, je continue à écrire sur tout ce que j'ai connu. Oui. Donc, je dois être seul. Oui. C'est très bien. Mais je suis beaucoup plus seul que dans un village au centre-ville. Jamais seul, oui. Jamais seul. Je pense que ça... Jamais seul. Ça entrait, ça sortait de la case, comme moi j'entrais, je sortais chez eux. Hein. On était tout le temps les uns chez les autres. Ou ils m'apportaient des petits légumes pour accompagner mon riz du soir, ou bien j'allais dîner chez eux. On était tout le temps les uns chez les autres. Et ici, vous ne ressentez pas le besoin de présence, quoi. Non. Parce que vous vivez Pas du avec tout. vos souvenirs. Je vis avec eux. Ouais, Pas du tout, au contraire. Au contraire. et alors, je sais pas, à moins que vous n'ayez pas envie d'en parler, mais la foi dans tout ça quand même, parce que je suppose que au début, vous étiez quand même... enfin, quand vous êtes arrivé au Vietnam... Ah ben j'étais le seul croyant de la famille. Ah. Mon père incroyant, ma mère d'origine calviniste, mais bon, elle avait des amis catholiques, alors elle n'allait même pas à la messe. Mais non. Je dis, c'est la jeunesse étudiante chrétienne et le scoutisme qui m'ont lancé. Ensuite, j'étais très, très mordu. Oui. Oui, oui. Et tout le temps là-bas aussi. Et vous n'avez De jamais... moins en moins. Ouais. De moins en moins, parce que j'ai compris, c'est la relativité. J'ai compris que je vivais dans un certain cercle, avec la religion, la famille, ou pas seulement les parents directs, beaucoup plus loin. Enfin, il y a quand même un milieu chrétien en France. Hein. Ça va pas beaucoup plus loin. Dès qu'on va à l'autre bout du monde, il y a d'autres cultures, d'autres façons de voir, d'autres univers de pensée, de représentation. Bon, je dis non, relativisme. De temps en temps, j'achète des livres très chers. Ah oui, parce que j'ai une bibliothèque. C'est la plus belle de France en Asie du Sud-Est. À tel point que le CNRS me l'a acheté. C'est comme ça que je me tire d'affaire. Tout ça, C'est au CNRS. c'est au CNRS. Vous en avez l'usufruit. Voilà. C'est merveilleux. D'autant plus que ça restera groupé, ainsi que tous mes documents, tous mes dossiers, tous mes manuscrits, tout restera au CNRS. Donc les chercheurs pourront avoir accès à tout cet ensemble. J'aime bien travailler ici parce que j'ai tout autour de moi. Alors c'est tout petit, hein. Oui. Non, mais vous avez j'ai tout tout, sous la main. j'ai tout sous la main. Une bibliothèque extraordinaire, j'ai des bouquins du XVIIe siècle. Et oui, même du XVIe. J'en ai un de fin XVIe. Parce que dans ce moment, je suis en train de rédiger l'année 69, que j'appelle Équateur 69, parce que j'ai passé l'année 69, c'était déjà branlant en Indochine, avec on voulait plus de moi. Bon, j'ai fait un voyage péninsule Malaise, Sumatra, Bornéo, pour visiter les populations. Là, c'était vraiment des photographies. Je suis en train de raconter ça maintenant. Avec des... Sous forme, mais ça va, comme un journal ou... Il y a les deux. La première partie, c'est un journal, Oui. où je prends l'ordre chronologique, et tel jour, je débarque à Penang, à Medan, à Kuching, etc. Et je fais ça, et je vois telle population, et je suis reçu par un tel. Bon, c'est du journal. La deuxième partie que je commence maintenant, c'est l'étude. Analytique. Alors, non plus du tout chronologique, mais systématique. Bon, voilà, thématique. Là, je suis dans les instruments, vous voyez, la dernière page que je viens de faire, où il y a à la fois la photo d'une personne tenant l'instrument, le dessin de l'instrument, des dessins de mon carnet, toutes choses que j'ai faites sur place. Vous voyez. Tous les dessins
que je faisais sur mes genoux, dans mon carnet. Oui, il y a de l'ethnotechnologie, hein, beaucoup. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Alors la deuxième partie, donc, c'est toute la technologie, et ça va jusqu'à l'habitat, la musique, la linguistique comparée et la littérature orale. Sur toutes les populations que j'ai pu voir là-bas. Donc ça fait un gros paquet. Il y a les Sumatra, il y a eu les péninsules malaises, les aborigènes de la péninsule malaise, faut pas oublier. Et vous les avez tous visités? Oh, pas tous, non, rien n'est exhaustif là-dedans. Oui, c'est au hasard, au coup par coup, Ouais, par d'accord. des chances, une voiture qui partait. Ouais. La péninsule malaise, Sumatra, pays Toba, le pays Minangkabau, et puis Bornéo au nord, c'est-à-dire le Bornéo actuellement malaisien. C'est un gros paquet quand même. C'est pas juste pour voir justement de l'autre, oui, de l'autre côté de la mer. Ouais. J'étais là, à voir de l'autre côté de la mer, ce qui se passait. Il se trouve que ce sont des cultures semblables. Et maintenant, je fais de l'ethnologie comparative sur tout ce paquet-là. Parce que j'aime pas qu'on dise que je suis l'homme des Dirailles. Ouais. J'ai quand même 8 ans de serait, alors 15 ans de Dirailles, et puis quand même 1 an là-dedans. Et c'est cette année que je raconte, l'année 69. Et je l'appelle Équateur 69 parce que c'est autour de l'équateur, au-dessus en dessous. Et alors, ça sera prêt quand, Jacques? Dans un mois. Ben, j'en suis à la page 135, je crois qu'il y aura 200 pages. Je fais 1 ou 2 pages par jour parce que c'est un montage terrible. C'est la marqueterie. Vous voyez le genre de page que je fais. Photos, dessins, annotations, ou à la machine ou à la main. C'est la marqueterie. Oui, mais ça, vous allez quand même le faire publier. Ah non, je publie plus. Oh, c'est quand même dommage. Je publie plus. Ben, depuis que je suis ici, j'ai fait un ouvrage par saison. Ça, c'est été 90. Oui. J'en ai un par saison. Bon, j'ai travaillé énormément. Il y a la linguistique comparée. J'ai fait un vocabulaire avec une quinzaine de langues. Péninsule malaise, Sumatra, Bornéo. Et Malais, bien sûr. La langue de base, c'était le diraï. Oui. Ah oui. Le diraï qui est de la famille, qui est très proche du malais, ce qui veut qu'à Singapour, après 15 jours avec un répétiteur malais, je me débrouillais en malais. Et c'est le malais qui me servait partout. Alors j'avais mon vocabulaire de base, diraï, pour les termes qui m'intéressaient, surtout techniques. Oui. Et ayant mon vocabulaire de base, diraï, je l'ai traduit en malais pour moi, et je posais mes questions en malais. Et j'avais des termes dans toutes les langues. C'était énorme. Ah oui, c'est fantastique, hein. Bon, il y a 6 ou 700 mots comme ça. Oui, parce que quand même, il y a parfois des variantes. Hein, Oh ben comment hein, il n'y a pas intercompréhension. Ce sont des langues. Enfin, le Minangkabau, et le malais, il y a intercompréhension. Le Iban du nord de Bornéo, il y a presque intercompréhension avec les malais. Il y en a bien d'autres, absolument pas. Mais c'est quand même la même famille. Hein. C'est la même famille. J'ai toute la documentation dans les dossiers, des dessins, des photos, j'ai déjà tout classé. Il y a 3 mois de travail avant. Là, il y aura 2 mois d'action, mais il y a déjà plus de 3 mois pour ramasser tous les documents. Photocopie de mon carnet de tournée, des photos que j'ai faites sur le terrain, des photocopies de bouquins anciens, etc. Voilà, là c'est très facile. Je fais du montage. Bon, je peux faire ça à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Alors quand c'est du texte, par exemple, oh là, il n'y a pas beaucoup de texte, effectivement. Enfin, surtout la première partie, il y a beaucoup de cartes. Le récit du journal, du voyage, alors, il y a davantage de texte, une page dense. Et du texte. Vous rédigez d'abord à manuscrit Non, ou directement à la machine. directement à la machine? De temps en temps, quand au milieu de la nuit, il vient, je prends un petit bout de papier, puis j'ai un notatif de vitesse. Puis après ça, je mets la machine. Si c'est pas bon, je refais la page. Ça m'évite de faire un bouillon. Non, c'est rare. Il y a quelques pages que j'ai refaites. À la relecture, je relis au moins 2 fois. Je me suis aperçu que j'avais oublié un petit truc. Bon, maintenant, je le rajoute dans un coin. Si je ne peux pas, je refais la page. Bon, alors on va aller voir le jardin. Ben oui. Alors moi, je suis pas comme vous. Là, Pourquoi donner
faire cette purée sur la terrasse parce que c'est joli. Ah oui, avec le petit bistrot, Ouais. le coin bistrot. Elle est jolie la terrasse. Non, c'est dans le sens qu'il faut la prendre. Bon, on va descendre. On s'arrêtera ou là ou au puits. Voilà, on fait une On petite s'assied sur la pause. marge du puits et puis on bavarde. Hein? En même temps, D'accord. voilà. Vue du jardin, des rosiers. J'ai même une grenouille. Viens, elle prend le frais là. Ah, ça y est, là où on l'a pas pris. Grenouille. Il y en avait 3, puis j'en vois plus qu'une. Alors les autres ont dû se sauver parce que si elles étaient mortes, elles flotteraient en surface. Eh oui. Donc elles ont dû se sauver. Bon, ben, parce que la grenouille est amphibie, elle ne peut pas être tout le temps dans l'eau. C'est pour ça que je maintiens l'eau à ce niveau-là. Pour que la grenouille puisse se mettre au sec de temps en temps. Mais depuis hier, le niveau a baissé, hein? Oui. L'évaporation. C'est fou, hein? Ah, mais je remplis régulièrement en même temps que je fais la vidange là-bas. L'évaporation. On a dit qu'on peut terminer, bien sûr, mais il y a toujours à manger. Et les poissons, vous savez, si on pouvait les voir, hein. Moi, j'ai ramassé la plante et j'ai fait un jardin de plantes médicinales dans mon jardin à Thuréo, chez les Dirailles. Je ne vous gêne pas que j'ai les plantes médicinales. Aucune importance, ça n'a plus aucune valeur. Ça n'est efficace que si on les prend en forêt. Si vous les replantez, ce sera zéro. Mais ça me permettait, parce que les agipéracées, comme toutes les plantes, vous savez, pour les botanistes, il faut que c'est sur la floraison, sur les fleurs qu'on détermine une espèce. Le genre, bien sûr, les agipéracées, c'est archi-connu. Mais l'espèce particulière, c'est uniquement sur les fleurs. Alors pour avoir des fleurs, j'ai tout planté chez moi. J'avais une vingtaine, une trentaine peut-être d'espèces médicinales, surtout les agipéracées, et j'ai pu toutes les déterminer. Mes planches d'herbier sont au muséum à Paris. J'ai 600 planches d'herbier au muséum. Oh, j'ai ramené énormément de choses. Petite cantine, des caisses. C'est fou ce que j'ai ramené. En 70, c'était pas 75. Hein. On pouvait encore, par cargo, envoyer des caisses. J'ai ramené des choses fantastiques. J'ai des statues de plus d'1 mètre de haut. La glanerie, l'arbalète, un tas de choses. J'ai une collection fantastique d'objets. Ouais, comme ça faisait partie de mon plan, si vous voulez. Je passais toujours, passais toute ma vie en Pays de Galles. Hein. Et je n'avais pas de point fixe à Paris, pas de famille, pas de maison. Et j'avais parfaitement raison. Tous les chercheurs scientifiques devraient faire ça. J'ai tout donné au musée de l'Homme. Tout. J'ai des collections monumentales. J'ai fait un catalogue de mes collections. Et bon, ça a l'avantage que on peut le consulter, on peut le voir, comme mes photos. Elles sont toutes au musée de l'Homme. J'ai des milliers de photos au musée de l'Homme. Immense avantage. La collection est complète. Quand j'ai besoin, j'ai fait une commande le mois dernier justement pour le travail que je fais dans ce moment. Il y avait des tirages qui me manquaient parce que j'ai droit. C'est un contrat entre le musée de l'Homme et l'auteur. Oui. Alors je donne toute ma collection et j'ai droit à un tirage de chaque. Alors, ils ne m'ont pas tout tiré. Il y avait certaines photos de temps en temps qui me manquent. J'ai pas de tirage. J'écris au musée de l'Homme, je demande le tirage. J'ai le code du musée. Bon, je demande les photos telles. 15 jours après, j'ai les photos. Ça ne coûte rien. Et par-dessus le marché, très souvent, il y a des écrivains pour des bouquins ou pour des revues, des périodiques, tas de choses, qui fouillent dans le musée de l'Homme pour trouver des photos qui diront. Bon, alors ils achètent la photo, et c'est 50% pour le musée de l'Homme, 50% pour moi. On parle un peu du concile? Oui, alors attendez. Ah oui. Oui. Parce que pour moi, c'est très important. Oui. Je termine mon café, je prends une cigarette et j'amorce. D'accord. Comment c'est-il qu'un ethnologue, sauvage, jardinier, infirmier, bon, tous les métiers, deviennent expert théologien à un concile? C'est quand même
C'est pas si mal. Bon ben, il s'est trouvé que j'avais fait beaucoup de théologie aussi. Et ça m'intéressait. Et ça m'a permis de